J'ai payé les billets d'avion, l'hôtel et le dîner d'anniversaire de son père. À la table principale, eux tous. À une petite table au fond près de la cuisine, mes 2 enfants. La sœur a souri et a dit, leur place n'est pas ici. Je me suis levé, j'ai tapé sur mon verre avec la fourchette et j'ai dit, 20 secondes. À la 5e, le frère s'est couvert la bouche. À la 10e, le père s'est levé brusquement. À la 20e, la mère a murmuré, c'est vrai? Je m'appelle Rémi Chastain, j'ai 41 ans, je suis ingénieur en télécommunications et j'habite à Lyon depuis 11 ans. Avant, j'étais à Toulouse, où j'ai étudié, et un peu de temps à Bordeaux, où j'ai rencontré Aurélie Lambert, la femme que j'ai épousée en pensant que nous formions une équipe. Je conçois des réseaux de fibres optiques pour les zones industrielles. Mon travail consiste à trouver les points où un système va tomber en panne avant même que quiconque ne remarque qu'il y a un problème. L'ironie, et je vous jure que je suis fatigué de cette ironie, c'est que j'ai passé une décennie à détecter des failles invisibles dans les infrastructures de télécommunications et j'ai été totalement incapable de voir la fracture qui grandissait juste sous mon propre mariage. Mais je ne veux pas commencer par là, je veux commencer par la petite table du fond. C'était une table ronde, petite, recouverte de la même nappe blanche que les autres, mais sans l'arrangement floral central. Elle était placée derrière une colonne en pierre, presque collée à la porte battante de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur passait avec un plateau, le courant d'air nous frappait la nuque. De cette table, on ne voyait pas les fenêtres du restaurant, ni le jardin illuminé par des lanternes. Ce que l'on voyait, c'était le dos des convives de la table principale. 11 dos en tenue de soirée, assis devant des verres en cristal, sous une lampe en fer forgé qui versait une lumière chaude comme du miel. Nous avions une ampoule encastrée dans le plafond qui clignotait. Tout cela a commencé 4 mois plus tôt, en septembre, quand monsieur Henri Lambert, le père d'Aurélie, a eu un incident cardiaque qui l'a laissé hospitalisé une semaine au CHU de Lyon. Henri a 74 ans, il est retraité d'EDF et vit avec Colette, ma belle-mère, dans une grande maison négligée du quartier de Caluire-et-Cuire. La peur a été réelle. Henri a passé 2 nuits en soins intensifs et quand il est sorti, tout le monde dans la famille a répété la même phrase comme un disque rayé. Il faut faire quelque chose de spécial pour papa. Il mérite une célébration digne de ce nom. Nous ne sommes jamais tous réunis. J'aurais dû comprendre ce que cela signifiait. Dans la famille Lambert, faire quelque chose se traduit toujours de la même façon. Rémi paie, Rémi organise, Rémi résout et les Lambert sourient sur les photos. L'idée venait d'Aurélie, mais je l'ai adoptée avec un enthousiasme sincère. J'aimais Henri. C'était un homme silencieux, un peu maladroit pour exprimer son affection, mais honnête à sa manière. Quand Gaspard est né, Henri a conduit 2 heures depuis Caluire jusqu'à notre domicile juste pour le regarder dormir 10 minutes dans son berceau. Il est resté debout à la porte de la chambre, les mains dans les poches, à le regarder respirer. Ensuite il a dit, il est bien fait, Rémi. Je n'ai jamais oublié cela. Ce fut la chose la plus proche d'une étreinte qu'il m'ait donnée en 11 ans. Alors je me suis occupé de tout. J'ai loué un salon privé dans un restaurant du Vieux-Lyon, un de ces endroits avec une cour intérieure historique et une fontaine en pierre au centre. J'ai réservé des chambres dans un hôtel boutique du centre historique parce que Colette, ma belle-mère, a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas arriver en train et dormir n'importe où. J'ai payé les billets d'avion de Margot, la sœur cadette d'Aurélie, qui vit à Nice avec son mari Vincent, un type qui vend des parts de résidence secondaire et qui a toujours un bronzage de vacances. J'ai aussi payé le voyage de Bastien, le frère d'Aurélie, qui vit à Paris, soi-disant en train d'entreprendre quelque chose qui change tous les 6 mois. J'ai engagé un trio à cordes parce que Henri, lors d'un lointain Noël, avait avoué qu'il aimait la musique de chambre. J'ai fait imprimer des menus personnalisés avec des lettres dorées. J'ai organisé un gâteau à 3 étages avec de la pâte d'amande car c'était la douceur préférée de monsieur Henri. Le total de la facture, un peu plus de 13 000 €, le tout de ma poche. Et parce que Aurélie a insisté sur le fait que ce week-end était dédié à la famille, je me suis assuré d'inclure mes enfants dans chaque détail. Gaspard, 8 ans, et Noémie, 6 ans. Je leur ai acheté de nouveaux vêtements, à Gaspard une veste bleu marine qu'il a lui-même choisie aux Galeries Lafayette après en avoir essayé 4. À Noémie une robe couleur pêche avec des chaussures blanches qu'elle a rangées dans sa valise enveloppée dans du papier de soie pour qu'elle ne se froisse pas. Papa, ça m'a un peu brisé le cœur parce qu'elle avait 6 ans et qu'elle s'inquiétait déjà d'arriver parfaite à une fête où, comme je le découvrirai ce soir-là, ils avaient décidé qu'elle n'avait pas sa place. Souvenez-vous de cela, gardez-le en tête.
Le premier signe est arrivé dans le hall de l'hôtel. Colette a salué Aurélie avec des bisous, lui a pris les mains, lui a dit « Comme tu es belle ». Et puis elle m'a regardé comme on regarde le chauffeur qui leur a ouvert la porte. « Ah, c'est bien que tu sois arrivé tôt. As-tu déjà fait l'enregistrement de tout le monde ?» Pas de bonjour, Rémi, pas de merci d'avoir organisé ça. Pas même un hochement de tête. Je portais 3 valises et le sac à dos de Noémie en forme de lapin. Margot est apparue 5 minutes plus tard, traînant 2 valises de marque neuve et portant des lunettes de soleil qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle avait reçu pour ses 15 ans. Elle a vu mes enfants et a froncé le nez. Oh, je pensais que ce serait quelque chose de plus formel. Gaspard portait sa nouvelle veste. Noémie sa robe pêche. Aurélie a entendu. Je sais qu'elle a entendu car ses épaules se sont tendues une seconde, mais elle a juste ajusté la lanière de son sac et a dit « Margot, pas maintenant. Pas ne parle pas comme ça de mes enfants. Pas ils sont parfaits. Juste pas maintenant. » C'était la spécialité d'Aurélie. Elle ne nous défendait jamais directement, ni moi ni les enfants. Elle gérait le ton, arrondissait les angles, protégeait les apparences. Et quand on vit assez longtemps à côté de quelqu'un comme ça, on confond le silence avec la neutralité. Mais le silence n'est pas la neutralité, c'est la permission. Le deuxième signe est venu 2 heures avant le dîner. Je suis entré dans la chambre où se trouvaient Colette et Margot pour confirmer l'heure du toast et j'ai trouvé Bastien en train de rire avec Margot autour d'un papier, le plan de table. Bastien est le genre d'homme qui fait de l'échec un style de vie. Il a 38 ans, il est entre 2 projets depuis que je le connais et au cours des 5 dernières années, je lui avais prêté de l'argent pour couvrir une caution de loyer, pour payer une contravention qui a failli se transformer en mandat d'arrêt. Pour solder une dette envers un prêteur informel qui le menaçait et une fois pour acheter un ordinateur portable indispensable à sa nouvelle entreprise, qui a fini au mont-de-piété en 6 semaines. Il ne m'a jamais rendu un sou, mais il me traitait avec cette condescendance spéciale de celui qui croit que l'argent des autres est un droit et non une faveur. Qu'est-ce qui est si drôle ? Ai-je demandé. Margot a retourné le papier. Rien. J'ai tendu la main. Fais voir. Aurélie était devant le miroir en train de retoucher son rouge à lèvres. Rémi, ne commence pas commencer quoi ? Bastien s'est adossé à sa chaise. Ce sont des questions logistiques, beau-frère. Détends-toi. Ce mot. Détends-toi. Il est toujours prononcé par celui qui se comporte mal et veut que vous lui facilitiez la vie. J'ai pris le papier. À la table principale, face aux fenêtres du jardin, se trouvaient Henri, Colette, Aurélie et Margot, Vincent, Bastien, 2 vieux amis d'Henri et l'oncle et la tante d'Aurélie. 11 personnes sous la lumière de la lampe en fer forgé, sur la petite table du fond, derrière la colonne en pierre, près de la cuisine, il y avait 4 noms, Rémi, Gaspard, Noémie et le mot enfant, entre parenthèses. J'ai fixé ce papier plus longtemps que nécessaire. Ensuite, j'ai regardé Aurélie. Elle n'a pas croisé mon regard. Pourquoi mes enfants sont-ils au fond ? Ai-je demandé à voix basse. Colette a répondu à sa place, avec cette voix d'institutrice à la retraite qu'elle utilise quand elle considère que la discussion est terminée avant même d'avoir commencé. Cette table est plus adaptée pour eux. Ils sont petits, ils vont s'agiter. Ce sont les petits-enfants d'Henri, ai-je dit. Ils sont ici pour célébrer leur grand-père. Margot a lâché un petit rire. Eh bien, grand-père est un grand mot, non ? Je veux dire, ne soyons pas dramatiques. Il y a des moments où la température d'une pièce change, l'air devient plus rare, les sons s'amplifient avec une clarté cruelle. J'ai entendu Noémie dans la chambre d'à côté demander à Gaspard si grand-père Henri allait pleurer de joie quand il verrait le gâteau. J'ai entendu Gaspard répondre. Bien sûr que oui. C'est un gâteau énorme. Et j'ai entendu Colette Lambert dire sans baisser la voix. Ce sera mieux ainsi, crois-moi. Je me suis tourné vers Aurélie. Dis quelque chose. Elle m'a enfin regardé. Mais pas comme une épouse regarde son mari quand on l'insulte. C'était le regard qu'on utilise avec quelqu'un de gênant dans une réunion de travail. Un regard de gestion. Rémi, a-t-elle dit doucement. Ce n'est qu'un dîner. C'était sa réponse. C'est ta réponse. Sa mâchoire s'est durcie. Ne fais pas de scène. J'ai plié le plan de table et je l'ai mis dans la poche intérieure de ma veste. Compris, ai-je dit. Aurélie a relâché son souffle, soulagée.
Elle a cru que j'avalais la pilule. Ce fut sa troisième erreur. La première a été de laisser sa famille me traiter comme un sponsor au lieu d'un mari. La deuxième a été de permettre qu'il traite mes enfants comme un fardeau. La troisième a été de croire que j'avais encore suffisamment besoin de son approbation pour rester silencieux. Ce que Aurélie ne savait pas, c'est que je rassemblais des preuves depuis 3 mois, pas par paranoïa, par accident. 3 mois plus tôt, en vérifiant un relevé de la carte que nous partagions pour les dépenses familiales, j'ai trouvé des prélèvements que je ne reconnaissais pas, un magasin d'alcool dans le Marais à Paris, 2 sites de paris en ligne. Un retrait en espèces à un distributeur dans le 15e arrondissement. Au total, près de 4 500 €. Ce n'étaient pas les habitudes d'Aurélie, c'était celles de Bastien. Ce grand effronté avait obtenu une copie numérique de ma signature à partir d'un formulaire de remboursement que Aurélie lui avait transféré quand je l'ai aidé pour l'une de ses affaires et avec ça, il s'était ajouté comme titulaire secondaire sur un compte lié à ma carte professionnelle. Je n'ai rien dit sur le moment. J'ai appelé un ami du service de lutte contre la fraude à la BNP Paribas. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, parce qu'il y a quelque chose que les gens qui vous considèrent inoffensifs oublient toujours. Ils deviennent négligents. Et pendant que j'enquêtais sur Bastien, j'ai trouvé plus, beaucoup plus. Aurélie avait laissé sa session ouverte sur la tablette que nous partagions, un groupe de messages familiaux, Colette, Margot, Aurélie, avec des mois de messages, des blagues sur le fait que j'étais utile, mais pas exactement de leur milieu. Des commentaires disant que Gaspard ressemble trop à la famille de Rémi, des inquiétudes sur le fait que Noémie est jolie, mais n'est pas vraiment une Lambert. Toute une chaîne désagréable sur le sang, l'image, l'héritage et le statut. Et enfoui au milieu de ces messages, quelque chose de pire. Aurélie savait depuis plus d'1 an que le comptable d'Henri soupçonnait de graves irrégularités dans un portefeuille de placement que Colette gérait au nom de son mari. De l'argent détourné, des dépenses personnelles déguisées en dons, des virements silencieux qui profitaient à Margot et indirectement à Bastien. Aurélie n'avait rien dit à son père, elle avait aidé à tout garder sous silence. De plus, 18 mois plus tôt, Aurélie m'avait supplié de couvrir une dette de 6 000 € d'impôts en retard de l'entreprise de Margot à Nice. « Tu vas l'humilier » m'avait-elle dit. Le cœur de papa ne supportera pas un autre choc. J'ai payé. Margot n'a jamais rendu un centime. Colette le savait, Bastien le savait. Aurélie continuait de repousser la conversation à chaque fois que j'abordais le sujet. J'ai tout sauvegardé, capture d'écran, relevé de compte, courriel, acte, tout était organisé dans un dossier numérique et une copie physique que j'ai laissée à mon avocat. Maintenant, le dîner. Le restaurant était magnifique. Les bougies tremblaient contre le cristal. Le trio à cordes jouait du Piazzolla. Les lanternes du jardin projetaient de longues ombres sur les nappes blanches. Monsieur Henri semblait satisfait de cette manière contenue et ancienne qu'ont les hommes de sa génération, comme quelqu'un qui s'autorise exactement 10% de joie de plus que d'habitude. Et puis le maître d'hôtel a conduit mes enfants vers le fond. Noémie m'a regardé, confuse. « Papa, on ne va pas s'asseoir avec toi ?» Avant que je puisse répondre, Margot s'est penchée vers elle avec un sourire qui avait la chaleur d'un couteau. « Les adultes s'assiedent là-bas, mon amour. Vous serez très bien installé ici derrière. » Gaspard a froncé les sourcils. Mais maman a dit que c'était un dîner de famille. Margot s'est redressée et a souri à moitié. Écoute mon cœur, c'est que votre place n'est pas ici. Elle n'a pas baissé la voix. Colette, debout à côté d'elle, a fait un lent mouvement de la tête. Une seule fois, un hochement. Je porterai ce hochement le reste de ma vie. Le visage de Noémie s'est décomposé dans cette seconde avant les larmes. Gaspard a fait cette chose que font les enfants quand ils essaient de ne pas pleurer en public. Il s'est raidi, a posé la main sur l'épaule de sa sœur et a regardé le sol. Et Aurélie a détourné le regard. C'est là que mon mariage s'est terminé, pas légalement, pas sur le papier, mais pour tout ce qui compte vraiment. Je me suis accroupi devant les enfants. Allez avec le monsieur un petit moment, ai-je dit au serveur. Demandez-leur tout ce que vous voulez boire avec beaucoup de cerises, beaucoup de crème fouettée. J'arrive. Gaspard a examiné mon visage. On a fait quelque chose de mal ? J'ai souri. Du calme. Le genre de sourire que je réserve aux urgences quand tout le monde panique. Absolument pas. Le serveur les a emmenés. Je me suis levé lentement, j'ai pris ma coupe de champagne et une fourchette.
La salle est devenue muette. Henri a souri, s'attendant probablement à un toast. Colette a croisé les mains, satisfaite, et Margot s'est installée sur sa chaise avec l'assurance de quelqu'un qui a sa place garantie dans le monde. Bastien en était déjà à sa deuxième pastis. L'expression d'Aurélie a changé quand elle a vu mon visage. Il y a un ton que nous, les ingénieurs, utilisons lors des appels d'urgence, ferme, mesuré, si précis qu'il effraie les gens bien plus que n'importe quel cri. J'ai utilisé cette voix. Je veux juste dire quelques mots avant que le dîner ne commence. Henri a levé son verre. Rémi, quelle délicate attention. Ah, oui, je fais très attention aux détails, ai-je dit. Quelques rires gênés. J'ai levé légèrement le verre. 20 secondes. Margot a cligné des yeux. Quoi? J'ai regardé ma montre. Dans 5, Bastien va se couvrir la bouche. Bastien a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Dans 10, Monsieur Henri va se lever. Le sourire d'Henri a disparu. Et dans 20, Colette va poser une question très précise. Elle va murmurer, c'est vrai? Personne n'a parlé. Aurélie a bougé sur sa chaise. Rémi, je l'ai regardé un instant. Non, tu as déjà eu ta chance de parler. J'ai posé le verre sur la table. J'ai payé chaque billet d'avion ici présent, chaque chambre d'hôtel, ce salon privé, les musiciens, le gâteau, le vin que Colette a tenu à avoir, tout. Pause. J'ai fait tout ça parce que Aurélie a dit que ce week-end était dédié à la famille. Mes yeux sont allés vers Colette et Margot. Et ce soir, après vous avoir tous fait venir jusqu'ici, après avoir payé chaque détail peaufiné et soigneusement organisé, vous avez assis mes enfants au fond et vous leur avez dit que leur place n'est pas ici. Un murmure a parcouru la table. L'ami d'Henri, Monsieur Gilbert, a remué sur sa chaise. La tante d'Aurélie semblait horrifiée. Un serveur est resté figé avec une corbeille de pain à la main. Colette s'est redressée. Rémi, c'est tout à fait inapproprié. J'ai regardé ma montre. 5. La main de Bastien a filé vers sa bouche parce qu'à cet instant son téléphone portable a vibré sur la nappe blanche. Il a vibré à nouveau et il a regardé l'écran une fois de plus et toute couleur a quitté son visage. Je savais ce qu'il regardait, la notification d'alerte de fraude et le blocage du compte que mon avocat avait activé cet après-midi même. Je l'ai regardé et j'ai souri sans chaleur. Bonjour, Bastien. Rémi, a murmuré Aurélie, maintenant paniquée. S'il te plaît, arrête. Henri s'est levé si brusquement que la chaise a grincé en arrière parce que son téléphone s'était également allumé. Cet après-midi-là, avant le dîner, je lui avais envoyé un dossier numérique, rien qu'à lui. Des copies de factures, de virements, de messages et de registres du portefeuille, assez pour lui montrer que pendant qu'il remerciait Aurélie d'avoir organisé ce week-end, elle n'avait absolument rien payé. Et plus important encore, ce document contenait des preuves que Colette et Aurélie avaient prévu de faire pression sur lui pour modifier la structure de son testament, en éloignant les biens de tous les petits-enfants, à l'exception des enfants de Margot. Parce que comme Colette l'avait écrit dans un courriel et je la cite de mémoire car ces mots se sont gravés en moi au fer rouge. Les enfants de Rémi ont son sang, pas le nôtre. Il faut réfléchir attentivement à l'héritage. Henri était vieux jeu, fier, parfois passif, mais rien ne l'enrageait plus que l'avidité déguisée en préoccupation familiale. Il a regardé Aurélie, puis Colette, puis le menu imprimé devant lui, comme si le papier l'avait trahi personnellement. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé d'une voix tremblante. Aurélie a pâli. Papa, je peux t'expliquer. Explique, a-t-il dit. Le sourire de Margot avait disparu. La salle avait changé d'axe de manière irréversible. J'ai regardé ma montre pour la dernière fois. 20. Colette s'est penchée vers Henri. Ses lèvres bougeaient à peine. C'est vrai, exactement comme je l'avais prévu, car dans ce même paquet de documents il y avait autre chose. Les registres du portefeuille que le comptable d'Henri avait commencé à remettre en question. Argent détourné, dépenses personnelles camouflées, virements vers des comptes de Margot et de Bastien. J'ai sorti une enveloppe de la poche intérieure de ma veste et je l'ai déposée sur la table. Oui, ai-je dit. Personne n'y a touché. Le trio à cordes s'était arrêté de jouer. Un serveur a reculé vers la porte. Aurélie me regardait comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé. Cette partie m'a presque fait rire,
parce que c'était exactement celui que j'avais toujours été. Elle a simplement confondu patience et faiblesse. Henri a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. D'où as-tu sorti ça? De vos propres registres, de la négligence de votre fille et d'un expert comptable qui n'aime pas qu'on le trompe. Colette s'est levée d'un coup. Sa serviette est tombée. C'est absurde. Tu essaies de détruire cette famille pour une disposition de place. Non, ai-je dit. La disposition des places m'a juste rappelé que je n'avais plus aucune raison de continuer à vous protéger. La voix d'Aurélie s'est brisée. Nous protéger. Je l'ai regardé. J'ai vraiment regardé la femme que j'avais aimée. La femme dont j'avais aidé à payer les dettes universitaires. La femme qui a changé de travail pour Lyon et que j'ai soutenue pendant 8 mois sans revenu le temps qu'elle s'installe. La femme qui a pris ma main quand Gaspard est né et a murmuré « Nous sommes une équipe ». Je l'avais cru. C'est exactement ce que tu ne comprends toujours pas, ai-je dit à voix basse. Je vous protège depuis des années. Ses yeux ont scié. Elle savait. Pas tout, mais suffisamment. J'ai laissé le silence se prolonger jusqu'à ce qu'il fasse mal. Puis j'ai dit, je veux que tout le monde dans cette pièce comprenne quelque chose très clairement. Mes enfants ne s'assieront plus jamais au fond pour que cette famille puisse feindre l'élégance. Gaspard et Noémie étaient réapparus près de la porte, attirés par l'attention. Gaspard tenait la main de sa sœur. Elle avait des larmes sur les joues. Il avait l'air furieux de cette petite et courageuse manière que seuls les enfants peuvent avoir. J'ai marché vers eux. Je me suis agenouillé. Prenez vos manteaux, ai-je dit doucement. Nous partons. Aurélie s'est approchée rapidement. Rémi, ne fais pas ça devant eux. Je me suis levé de toute ma hauteur. Devant eux, ai-je dit. Tu as laissé ta sœur leur dire que leur place n'était pas ici. Ne me donne pas de leçons sur le fait d'être devant eux. Noémie s'est serrée contre mon flanc. Aurélie a tendu la main vers elle, mais Noémie a légèrement reculé. Ce petit mouvement a frappé Aurélie plus profondément que tout ce que j'ai dit ce soir-là. Sa main est restée suspendue en l'air. Noémie, a-t-elle murmuré. Ma fille s'est cachée derrière moi. Henri s'est laissé retomber sur sa chaise comme un homme découvrant soudainement sa propre vieillesse. Margot s'est mise à pleurer avec ses larmes bruyantes et offensées qui arrivent toujours quand les conséquences apparaissent enfin. C'est ridicule, a-t-elle lancé. Tu gâches l'anniversaire de papa parce que tu es quelqu'un de peu sûr de lui. J'ai lâché un petit rire. Un homme qui manque de confiance en lui mendie l'acceptation. J'en ai fini avec ça. Bastien a murmuré. Tu ne peux pas prouver la moitié de ça. Je l'ai regardé. Je n'en ai pas besoin. La banque en a déjà assez. Son visage a encore changé. Colette a tenté un dernier mouvement. Froide dignité. Mode matriarche. Rémi. Tout ressentiment que tu as doit se traiter en privé. J'ai pris mon manteau d'une main et l'épaule de Gaspard de l'autre. Tu as perdu le droit au privé quand tu as humilié mes enfants en public. Ensuite, j'ai regardé Aurélie. Mon avocat te contactera lundi. La salle entière est restée immobile. Avocat, a-t-elle dit, Rémi, arrête, non. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu me demandes le divorce pour ça. J'ai soutenu son regard. Je te demande le divorce parce que cette soirée m'a montré qui tu es quand tu crois que je ne vais pas partir. Pendant une seconde, j'ai vu la vérité s'abattre sur elle, pas complètement peut-être, mais assez. Elle n'avait pas pensé que j'allais partir. Elle pensait que j'absorberais tout, que je rationaliserais, que je me calmerais, que je fixerais une limite polie et que je retournerais à la normale, parce que les gens s'habituent à la personne de la famille qui supporte tout et continue de faire en sorte que les choses fonctionnent. Et quand cette personne s'arrête pour la première fois, tout le monde agit avec surprise. Je suis sorti avec Gaspard et Noémie par la porte latérale. Derrière nous, j'ai entendu des voix s'élever. Henri criant pour la première fois de toutes les années où je l'ai connu. Colette niant tout. Bastien essayant de s'éclipser et Margot sanglotant. Aurélie disant mon nom 2 fois. Puis rien, dehors. L'air de janvier à Lyon était froid et sec, comme si la nuit elle-même voulait nettoyer quelque chose. Nous sommes restés debout près d'un banc en fer forgé dans la rue pavée, regardant les façades anciennes en pierre dorée. Gaspard m'a regardé. On a fait quelque chose de mal? Cette question, c'est celle qui reste avec vous. Quand les adultes sont cruels,
les enfants regardent d'abord à l'intérieur. Ils supposent que le problème vient d'eux. Quelque chose dans leur visage, dans leur voix, dans leur existence. Je me suis accroupi pour être à la hauteur de ses yeux. Non, ai-je dit. Vous n'avez absolument rien fait de mal. Il y a des gens qui sont tellement obsédés par le fait d'avoir l'air important qu'ils oublient comment être gentils. Ce n'est pas de votre faute. Noémie a reniflé. Grand-mère ne nous aime pas. J'ai choisi l'honnêteté sans la brutalité. Grand-mère aime contrôler plus qu'elle n'aime aimer et ça n'a rien à voir avec vous. Gaspard a hoché la tête lentement, traitant cela avec la gravité qu'il a toujours eue. On rentre à la maison. Oui. Et maman? Cette réponse a fait plus mal que je ne l'attendais. Maman a des décisions à prendre. Nous sommes retournés à l'hôtel juste pour les valises. Aurélie était déjà là. Mascara coulé, respiration agitée. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle dit. Je suis passé à côté d'elle vers le placard. Les enfants sont entrés dans l'autre pièce sans dire un mot. Tu es resté planté là, ai-je dit en pliant les vêtements de Noémie dans la valise. Tu es resté à regarder comment on les humiliait et tu n'as rien dit. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Tu n'as pas donné la priorité à ta famille au-dessus de tes enfants. C'est pire. Ce n'est pas juste. Je me suis retourné. Juste, c'était que je paie les désastres de ton frère, les dettes de ta sœur, les caprices de ta mère et le confort de ton père, parce que je croyais que j'investissais dans une famille. Ce qui s'est passé ce soir, c'était de l'honnêteté. Elle s'est laissée tomber sur le bord du canapé. Je n'aurais jamais pensé qu'il le dirait comme ça. Je suis resté à la regarder. C'était ce qu'elle avait à offrir. Pas je n'aurais pas dû les défendre. Pas j'ai laissé tomber nos enfants. Rien de plus. Je n'aurais pas pensé qu'il le dirait à voix haute. C'était Aurélie. Sa loyauté a toujours vécu dans l'espace entre l'approbation privée et le déni public. Le divorce a été plus difficile que je ne le voulais et plus propre que Aurélie ne l'espérait. La famille a resserré les rangs comme elle le faisait toujours. Colette m'a qualifié d'instable. Margot a publié des choses ambiguës sur les réseaux sociaux concernant les hommes narcissiques et les problèmes financiers, ce qui serait drôle si ce n'était pas si paresseux. Bastien a laissé 3 messages me menaçant de me poursuivre en justice jusqu'à ce que l'enquêteur de la banque le contacte directement. Après cela, il est devenu mystérieusement spirituel et a commencé à beaucoup parler de guérison. Henri n'a parlé à personne pendant 2 semaines. Ensuite, il m'a appelé, pas pour se réconcilier, pas exactement pour s'excuser. Sa voix semblait plus vieille, plus frêle. J'aurais dû voir, a-t-il dit. Oui. J'ai été lâche. Oui, une longue pause. Comment vont les enfants? Mieux, depuis que personne ne leur dit où est leur place et où elle ne l'est pas. Il a lâché un soupir tremblant. Je le mérite. Il le méritait, mais à sa décharge, il a fait quelque chose qu'aucun des autres n'a réussi à faire, il a accepté la vérité sans me demander de la rendre plus facile à avaler. En 3 mois, il a complètement retiré Colette du portefeuille de placement. Il a fait venir des auditeurs externes et a modifié des parties du testament. Pas pour me favoriser. Je ne voulais pas de ça. Mais il a séparé des fonds directs pour tous les petits-enfants à parts égales, dans des structures légalement protégées que personne ne pourrait manipuler par la suite. Cela comptait. Aurélie a déménagé dans un appartement dans une autre partie de Lyon. La garde partagée a commencé doucement. Les premières semaines, Noémie refusait les visites avec nuitée. Gaspard y allait, mais revenait de plus en plus silencieux. Aurélie pleurait lors des échanges. Parfois, les remords sincères arrivent trop tard pour être très utiles. Malgré tout, je n'ai jamais empoisonné mes enfants contre elle. Je n'en ai pas eu besoin. Les enfants savent qui les a fait se sentir en sécurité. 6 mois plus tard, Aurélie a demandé à me parler sous le porche à l'extérieur de la maison, loin des enfants. Elle avait l'air plus petite d'une certaine manière, pas physiquement, structurellement, comme quelqu'un dont l'architecture intérieure a été construite pour impressionner les mauvaises personnes et s'est finalement effondrée. J'ai coupé les ponts avec ma mère, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête une fois. Elle a dit que les enfants me rendaient sentimentale. Elle a regardé ses propres mains. Ça ressemble beaucoup à quelque chose que dirait Colette. Oui, exact. Silence. Je n'arrête pas de repenser à cette nuit.
Noémie qui recule. Gaspard demandant s'il a fait quelque chose de mal. Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas comment je suis devenu quelqu'un de capable de rester à l'écart pendant que ça se passait. Je l'ai cru sincère. Mais ressentir des regrets et défaire ce qui a été fait sont deux choses différentes. Tu es devenu cette personne petit à petit, ai-je dit. C'est comme ça que ça arrive, une justification à la fois. Des larmes ont coulé sur son visage. Je suis désolé, je sais. Elle a levé les yeux un instant, presque pleine d'espoir. Mais il y a des ponts qui ne brûlent pas d'un coup. Ils pourrissent de l'intérieur lentement et ensuite ils s'effondrent en un seul pas. Tu peux regretter la chute autant que tu veux. Ça ne fait pas réapparaître le pont. Nous ne nous remettrons pas ensemble, ai-je dit avec douceur. Elle a fermé les yeux. Je sais. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de colère, j'ai ressenti de la clarté. 1 an plus tard, Gaspard joue au football dans une ligue du quartier de la Croix-Rousse et est obsédé par la robotique. Noémie continue de choisir des robes pour les dîners, mais maintenant elle insiste sur le fait que son lapin en peluche a aussi besoin d'une place à table pour que personne ne reste tout seul au fond. Nous rions quand elle le dit, même si parfois il y a encore une petite piqûre sous le rire. J'ai acheté une maison avec une grande table de cuisine, une seule table, sans coin caché, sans place de seconde zone. À chaque anniversaire, je laisse les enfants décider où chacun s'assoit. Ils me mettent toujours au milieu. La semaine dernière, Noémie m'a demandé pendant qu'elle faisait ses devoirs sur le comptoir de la cuisine. Papa, pourquoi tante Margot a dit que ce n'était pas notre place? Les enfants reviennent, ils testent les vieilles blessures pour voir si elles font encore mal. J'ai posé mon café et je lui ai dit la vérité, parce qu'il y a des adultes qui confondent appartenir avec contrôler. Ils croient que s'ils peuvent classer les gens, ils se sentent plus grands. Mais l'appartenance ne fonctionne pas comme ça. Tu ne gagnes pas ta place en faisant en sorte qu'une autre personne se sente plus petite. Elle l'a considéré avec sérieux. Puis elle a hoché la tête. Alors elle avait tort. Oui, très tort. Exceptionnellement tort. Cela l'a fait sourire. Quant à Henri, il rend maintenant visite aux enfants seuls. Sans Colette. Il vient, apporte des livres, écoute plus qu'il ne parle. Il a des remords, de la honte, mais aussi de l'effort. Un effort réel à son âge. Cela vaut quelque chose. Bastien a négocié un accord avec les autorités pour les accusations de fraude. L'entreprise de Margot à Nice a fait faillite. Colette reste Colette. Sophistiquée, aigrie, convaincue que tout le monde la trahit sauf elle-même. Peut-être qu'elle le croit vraiment, les gens comme ça le croient souvent, mais je ne confonds plus être nécessaire avec être aimé. C'était ça la leçon. Non pas que la famille puisse être cruelle, la majorité le sait déjà. La leçon est que, au moment où quelqu'un dit à tes enfants qu'ils n'ont pas leur place, ton rôle n'est pas la diplomatie, n'est pas l'image, n'est pas le timing, c'est la protection. J'ai levé un verre ce soir-là et j'ai dit, 20 secondes. Ce que je voulais vraiment dire c'était, il vous reste 20 secondes pour continuer à vivre dans la version du monde où je continue à vous sauver de vous-même. Et quand ces 20 secondes se sont écoulées, j'ai choisi mes enfants et je le ferai à nouveau. Le plus révélateur de cette histoire n'est pas la cruauté de Colette ou la lâcheté de Margot, c'est le silence d'Aurélie. Parce que la cruauté ouverte est facile à identifier. Ce qui détruit les familles, c'est la complicité passive. Aurélie ne détestait pas ses enfants, elle les aimait à sa manière, mais son sens de la loyauté était tellement déformé par des décennies de conditionnement maternel qu'elle ne faisait pas la distinction entre maintenir la paix et trahir les siens. Elle a confondu être diplomate avec être lâche et quand elle s'en est rendue compte, il était déjà trop tard. Commentaire, cette vidéo m'a profondément touché et j'espère qu'elle vous a aussi marqué. Poser des limites claires est parfois l'acte le plus aimant que l'on puisse faire. Notre dignité et celle de nos enfants méritent d'être défendue avec fermeté et calme. La vraie gentillesse ne se mesure pas au sourire de façade, mais au choix que l'on fait. Assumer ses responsabilités, même quand c'est difficile, ouvre la voie à une vie plus sereine. La guérison commence souvent le jour où l'on décide de ne plus tolérer ce qui nous abîme. Choisir la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force tranquille et précieuse. Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à vos propres relations. Vous avez le droit de protéger ce qui compte vraiment pour vous et vos proches. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre valeur n'a pas à être négociée.
Site gusto, no olvid dejar un commentario y apoyar el canal suscribiendo. Nos vemos en las próxima historia.